Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là comme chaque week-end. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour En route pour demain. Merci pour ça. En route pour demain sur 01 TV, BFM Business Radio, télé, tous les week-ends. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline Ducamp qui est là. Bonjour Pauline. Bonjour François. Allez, on jette un œil sur le sommaire de ce nouveau numéro. Alors, il roule sur la route, il va aussi rouler sur les rails. C'est un nouveau service imaginé par la SNCF. Son nom, c'est Flexi. C'est pour permettre aux gens d'aller prendre le train plus facilement. Olivier Chiche-Portiche va tout nous raconter. Et puis voilà une innovation bien pratique et qui va permettre aux personnes handicapées de retrouver une certaine forme de mobilité. Il s'agit d'Omni, on en parle dans ce numéro. Alors c'est l'un des modèles électriques les plus attendus de l'année, c'est la BMW i4. Alors est-ce que ce sera la rivale la plus sérieuse des Tesla? C'est l'essai de Julien Bonnet cette semaine. Et puis on découvrira une voiture étonnante, Pauline, Made in France. Une voiture électrique aux alentours des 20 000 € et qui pourra arriver dans quelques mois. Il s'agit de Gazelle Tech. Et bien voilà, vous restez là. Merci d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, En route pour demain, on est là chaque week-end avec beaucoup de plaisir et en compagnie de Pauline Ducamp, bien sûr, et tous nos sujets, 26 minutes dédiés à toutes les mobilités. Pauline, on va commencer par une innovation intéressante que est en train de cogiter la SNCF. Complètement, et c'est un peu du train, c'est pas que du train. En fait, l'idée, c'est justement de vous faire reprendre le train, mais de le faire de manière plutôt innovante, puisqu'en fait, le but, c'est de permettre en fait, à destination des petites lignes de les relancer, de ne pas être que sur le TGV. Mais les petites lignes, des fois, il faut aussi aller se rendre à la gare, c'est pas toujours évident. Et donc, la SNCF envisage de lancer un nouveau véhicule qui s'appelle Flexi. Bonjour Olivier Chiche-Portiche. Bonjour à tous. Olivier. Bonjour. Oui, c'est vrai, Pauline, c'est vrai, la SNCF, en fait, au départ, affiche de grandes ambitions pour l'avenir, c'est-à-dire c'est de doubler le nombre de voyageurs transportés, doubler l'usage du train. Juste un chiffre, en 10 ans, Juste un chiffre, le train, aujourd'hui, ce n'est que 10% des déplacements urbains en France. Ça paraît assez peu. Et pour doubler cette fréquentation, dans 10 ans, la SNCF actionne différents leviers. On le sait, il y a eu les tarifs, avec la fameuse carte avantage, avec des tarifs un peu plafonnés. Il y a les trains Ouigoland qui sont partis ce lundi matin avec des tarifs à partir de 10 €. Il y a les trains verts, les trains hydrogène, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 50% du réseau qui n'est pas électrifié et ces trains-là, sur ce réseau, c'est des trains au diesel. Tout ça, ce sont des arguments supplémentaires pour faire revenir les gens dans le train. Mais la SNCF aussi fait pas mal de R&D et pas mal d'innovation et entend s'appuyer sur cette innovation pour essayer de ramener les gens à bord. Alors, après le tout TGV, c'est vrai que la SNCF, les investissements, c'était quand même beaucoup le TGV. Ça suscitait pas mal de critiques. Aujourd'hui, elle se réintéresse enfin aux petites lignes et à la proximité. Ces petites lignes qui ont été désaffectées. Alors, il ne s'agit pas de les rouvrir parce que ça coûte trop cher pour la SNCF de remettre des trains sur ces lignes. Oui, avec pas forcément en plus assez de passagers chaque jour pour que ce soit rentable. Il n'y a pas cette fréquentation. Donc, ils essaient d'imaginer de nouveaux modes de transport un peu hybrides pour essayer de réexploiter ces lignes et de réattirer les gens qui habitent ces zones un peu beaucoup éloignées des gares, où justement ces gares ont été fermées, où ces lignes ont été désaffectées, et où ces gens, finalement, sont contraints de prendre la voiture pour se déplacer. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, ce réseau ferré ne sert plus à rien. Voilà. En fait. Il suffirait de le réentretenir, de le remettre à niveau, pour pouvoir, et si vous êtes avec nous à la télé, faire circuler ce type de véhicule. C'est assez étonnant quand même. Alors pour le décrire, c'est vrai qu'on dirait comme un minibus, mais en fait un minibus qui passerait de la route classique au rail, sans changer de route ou avec le même équipement. Alors c'est un drôle d'engin que effectivement la SNCF a présenté la semaine dernière, ou en tout cas ça a son concept. Parce que ce n'est pas encore une réalité, et qui s'appelle Flexi. C'est donc un engin, comme tu l'as dit, hybride, qui peut rouler sur route et sur rail. Comme on le voit dans les images derrière moi, en fait, c'est une petite navette 100% électrique qui fonctionne sur batterie, qui a été co-conçue par la SNCF et le français Milia, qui fabrique lui-même des petits véhicules autonomes électriques. Ça peut embarquer 9 personnes, ça a obtenu divers labels d'éco-responsabilité et sa particularité, comme tu l'as vraiment bien décrit Pauline, c'est en fait de pouvoir rouler sur le goudron, sur la route, pas sur la voie publique. Avec des roues normales, avec des roues normales, des pneus. C'est sur des portions de voies désaffectées qui ont été recouvertes de goudron.
et de passer en mode rail sur ces mêmes voies désaffectées, parce que parfois on a un bout de goudron, un bout de rail, un bout de goudron, un bout de rail, avec un vrai système innovant qui a été développé avec Michelin, qui sont donc ces pneus roues qui sont à la fois compatibles avec le rail et la route sans faire de manipulation technique. Et ça roule à combien ce petit véhicule ? Bon, ça ne va pas rouler très vite, hein. Ça va rouler à 60 km/h. Voilà, 60 km/h. Mais après, pour des trajets de courte durée, c'est très quand même court. pas mal. Hein. Voilà, 60 km/h, 9 personnes. En fait, c'est pas compliqué, c'est la fameuse problématique du dernier kilomètre. Oui. C'est-à-dire aller chercher... Qu'Amazon connaît, mais voilà. que la SNCF connaît de la même manière aussi. Exactement, c'est-à-dire aller chercher des gens qui sont encore une fois trop loin de la première gare, trop loin de la première ligne, de monter sur ces voies désaffectées mi-goudron, mi-rail, et de les amener à la gare la plus proche. Et du coup, ces navettes, on les verra circuler quand ? Et d'ailleurs, est-ce qu'elles vont vraiment circuler ou est-ce que c'est juste un projet ? C'est vrai, c'est toute la question. Alors, pour l'instant, on est encore sur du développement. La SNCF, elle évoque une ligne pilote qui va être mise en place en 2024 et une exploitation, on va dire, potentielle en 2026. Le problème, c'est que la SNCF propose, et c'est les régions qui disposent finalement, parce que ce sont les régions qui achètent ce matériel, ce sont les régions qui vont commander à la SNCF ce genre de petits véhicules. Parce que c'est complémentaire d'un TER finalement. C'est complètement... Oui, c'est une offre supplémentaire que la SNCF rajoute dans son étagère en fait. Tout à fait, voilà, c'est ce que la SNCF souligne beaucoup en présentant ce Flexi, comme d'autres innovations d'ailleurs, mais en tout cas c'est ça, c'est un complément du TER. Et quand ils l'ont présenté justement à quelques régions, elle explique que ça a suscité quand même un fort intérêt parce que ça répond à une vraie question, une vraie demande. Bon, problème, c'est qu'effectivement, c'est une solution qui a un coût passager élevé, que 9 passagers dans ces navettes. D'ailleurs, la SNCF ne parle pas encore, ne veut pas donner un peu le coût passager de cette solution. Et les régions, en parallèle, c'est vrai qu'à la fois, elles ont des dépenses qui sont assez contraintes et elles commencent aussi à pas mal sortir le carnet de chèques pour justement acheter ces fameux trains verts, ces trains à hydrogène qui sont 20-30% plus chers que les trains normaux. Donc, il y aura des arbitrages. Il y aura des arbitrages à faire et voilà. Et c'est pas sûr qu'on voit tout de suite rouler ces petits Flexi partout en France sur ces fameuses lignes qui ont été abandonnées par la SNCF. Et puis on voit qu'il y a un chauffeur, c'est-à-dire que c'est pas autonome. Alors ça sera peut-être le next step. Ouais. Mais là aujourd'hui, on le voit sur les petites vidéos d'illustration, il y a un conducteur. Hein. Alors c'est vrai. Alors dans l'absolu, c'est autonome. Mais à la SNCF, on a une idée de l'autonomie qui s'associe à un conducteur. C'est-à-dire que même... C'est plutôt un opérateur, en fait. Voilà, même si le véhicule est autonome, un train autonome d'ailleurs, c'est dans les cartons de la SNCF, il y aura toujours un conducteur derrière les commandes pour pouvoir assurer, on va dire, la sécurité, l'information passager. Et c'est comme à Paris d'ailleurs, il y a pas mal de métros qui peuvent être autonomes, automatiques, mais qui sont quand même contrôlés par des conduceurs. Voilà, en tout cas, passionnant. C'était passionnant comme innovation. Merci beaucoup, Merci à Olivier vous deux. Chiche-Sportif. Merci. Et ça s'appelle Flexi. Merci, Olivier. De rien. Il faudra que tu testes le jour où ça arrive. J'ai hâte. Tu reviendras nous en parler. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. C'était l'un de nos coups de cœur lors du dernier salon autonomie. On avait découvert cette société grâce à Pascal Samama, notre journaliste qui était sur place. Le nom de cette société, c'est Omni. Et sa fondatrice, Charlotte Allot, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous. Cofondatrice donc de Omni. C'est ça. Alors vous êtes une personne à mobilité réduite, on le voit sur ce plateau. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé en fait de donner plus de mobilité à des personnes comme vous qui sont évidemment sur fauteuil roulant. Et vous avez inventé un concept de petit véhicule électrique qui va vous permettre de retrouver une autonomie incroyable. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est Omni ? Oui, complètement. En fait, chez Omni, on motorise le fauteuil roulant grâce à des trottinettes électriques. Donc en fait, ça répond à plusieurs choses. Les solutions qui existent aujourd'hui pour se motoriser, elles coûtent très cher et elles sont stigmatisantes car développées spécifiquement pour des personnes en fauteuil. Et donc là, en s'appuyant sur un produit grand public comme une trottinette électrique, on a une solution beaucoup plus ludique et qui permet de se déplacer hyper facilement, qui est inclusive. Donc on utilise la même trottinette que tout le monde. Ça change le regard sur le handicap parce que on est comme tout le monde, on fait de la trottinette et on oublie le fauteuil. En fait, on regarde la trottinette et ça nous permet de se déplacer et d'aller où on veut. Et
du coup, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est le fauteuil qui va venir se plugger sur la trottinette? Comment ça marche? Ouais, en fait, on a un système de fixation qui est universel, qui fait le lien entre la trottinette et le fauteuil roulant, et une trottinette avec un guidon qui est rapproché, qui permet du coup de se déplacer hyper facilement. Le guidon, on peut le remettre droit pour qu'une personne valide l'utilise, et ça permet de passer tout ce qu'on a l'habitude de franchir et qu'on adore, les pavés, les petits trottoirs, les plaques d'égout, des choses qu'on ne fait pas forcément attention quand on est valide, mais qui en fauteuil sont hyper compliquées au quotidien. Donc ça permet de franchir les côtes et de se déplacer sur des kilomètres. Alors Charlotte, expliquez-nous comment ça marche. Vous êtes avec votre fauteuil roulant, vous avez cette trottinette qui est une trottinette standard en fait. C'est ça. Ça s'adapte, vous l'avez dit, à toutes les trottinettes. On le voit si vous êtes avec nous à la télé là, où on explique. Vous vous rapprochez de la trottinette et en fait elle s'enclenche sur le dessous, c'est ça? C'est ça, en fait on vient mettre le fauteuil au-dessus du plateau de la trottinette. Donc on a le plateau qui est sous le fauteuil, on se retrouve avec le guidon juste devant soi. Et on a les commandes d'accélérateur et de frein au niveau des mains et on peut circuler. Et c'est la puissance de la trottinette qui va vous entraîner. Et en fait, c'est à propulsion, donc le moteur est dans la roue arrière et ça permet de se propulser hyper facilement sur les côtes. Et tout. Alors le moteur est dans quoi? Dans la trottinette ou dans le fauteuil? Dans la trottinette. En fait, on a un fauteuil qui est manuel, comme le mien. Donc, mais qui a été spécifiquement développé pour pouvoir s'accrocher à une trottinette, on est d'accord? Alors non, le fauteuil, c'est le fauteuil que n'importe qui peut avoir. D'accord. Et nous, on a créé le lien l'interface entre les deux, en fait. C'est ça. On vient mettre des petites attaches sur le fauteuil, une attache sur la trottinette et ça se lie et ça permet de se déplacer. C'est super ingénieux en fait comme système. On n'a pas besoin d'acheter un nouveau fauteuil, pas besoin d'acheter une nouvelle trottinette. Finalement, on a juste le petit système d'accrochotte à installer. Ouais, c'est ça, le système. Et après, la trottinette en soi, ça s'adapte à toutes les trottinettes, mais on en a développé des plus adaptés pour avoir un guidon plus rapproché qui permet d'avoir une utilisation optimale. Et donc, on utilise son fauteuil et on le motorise comme ça. Charlotte, est-ce que, malgré tout, on arrive à avoir une autonomie, une puissance nécessaire sur une trottinette pour pouvoir mouvoir quand même une personne, plus un fauteuil roulant? Un fauteuil roulant, c'est quand même assez lourd. Ben oui, mais du coup, on bascule le fauteuil un peu sur les roues arrière du fauteuil. Et donc, il n'y a que les roues avant qui reposent sur le plateau. Et la puissance va permettre de tracter le fauteuil. Donc, tout le poids n'est pas, sur la trottinette, puisqu'il y a les roues arrière qui touchent toujours le sol. Et donc, c'est à peu près comme pour une personne valide, l'autonomie est à peu près la même. Et on peut faire 50 km avec les trottinettes les plus puissantes qu'on a. Et donc, que ce soit pour le loisir. Et ce qu'il y a de top, c'est que vous n'avez pas besoin d'assistance humaine pour pouvoir faire ça, en fait. Complètement, on est complètement autonome, indépendant, et c'est vraiment ça que les utilisateurs recherchent. C'est le côté pratique où on se fixe tout seul et puis on garde comme ça le fauteuil manuel qui est léger pour se déplacer au quotidien et on se motorise que quand on en a envie, comme une personne valide utiliserait un vélo en fait pour faire les quelques kilomètres qu'il n'a pas envie de faire avec sa voiture. Et alors, vous en êtes où? Ça existe déjà? C'est commercialisé? Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent comme vous, d'ailleurs, cette technique au quotidien? Ouais, pour venir, d'ailleurs, je suis venue en trottinette. Et donc, ça fait 3 ans qu'on existe aujourd'hui. On a passé 2 ans à développer le système de fixation pour passer tous les tests en laboratoire. On a déposé plusieurs brevets. On est les seuls au monde à le faire. Et donc, aujourd'hui, on a 500 utilisateurs qui l'utilisent. C'est notre première année de commercialisation. Et ça continue de grossir de plus en plus. Et l'idée, c'est de passer de centaines de personnes à des milliers de personnes. Et quel est le prix, justement, de ce petit système? Alors, on va parler plutôt de la trottinette plus le système de fixation. Le premier prix qu'on propose, il est à 1 200 €. Et oui, c'est le prix d'une trottinette assez solide, classique. Voilà, en fait. Celle-là, elle a 20 km d'autonomie, donc c'est déjà un bon début. Et en comparaison, en motorisation, ce serait autour de 5 000 €. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus abordable et qui fait partie de la mobilité douce et de tout ce qu'on voit qui se développe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des aides pour ce type d'outils ou d'options en fait? C'est une très bonne question. Non, parce qu'on aimerait bien justement, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour les mobilités douces. Mais bien sûr. Et on aimerait que les personnes en fauteuil roulant puissent bénéficier de ces mêmes aides qui existent aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas de réponse très concrète sur le sujet. Mais par contre, il y a des aides qui ont été mises en place pour les entreprises. Les employeurs aujourd'hui peuvent financer la mobilité durable pour leurs employés. Donc les personnes en fauteuil peuvent y avoir accès. Et on a envie que les aides publiques qui sont mises en place
par les villes ou les collectivités inclut aussi les personnes à mobilité réduite dans ces aides. Ça paraît tellement évident, Oui, en fait. c'est clair. Ouais. C'est fou d'ailleurs que ce ne soit pas encore mis en place. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous, merci beaucoup. Charlotte Allot, donc cofondatrice de Omni. Il est temps de retrouver notre essai. Absolument. Et alors, l'essai de la semaine, il va porter sur un modèle qui est vraiment, François, je pense, l'un des modèles électriques les plus attendus de l'année. Son nom, c'est la i4. C'est forcément une berline BMW. Alors, certains pensent que ça va être la meilleure concurrente des Tesla. Du coup, Julien Bonnet et Jean-David Duhart l'ont testé pour nous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. BMW s'était lancé assez tôt dans la révolution électrique avec sa citadine i3 au look très atypique et un véhicule qui est produit depuis 2012. Cette offre zéro émission elle a depuis été complétée par 2 SUV, donc le iX3 et le plus récent BMW iX, mais on attendait forcément la marque munichoise sur un de ses terrains de prédilection, à savoir les berlines, et c'est chose faite avec cette i4. Donc cette i4 c'est tout simplement la cousine 100% électrique de la série 4 et c'est pour ça qu'on retrouve finalement ce design de grand coupé 4 portes avec un coffre assez volumineux. Et dans cette version M50, cette i4 c'est aussi la première voiture 100% électrique à porter ce badge M, donc la signature des véhicules performance chez BMW. Donc cette sportive 100% électrique, c'est une réponse notamment à la Tesla Model 3 Performance, mais aussi à ses concurrents allemands. Donc on peut citer notamment la Porsche Taycan, mais aussi l'Audi e-tron GT qui bénéficie d'une version spécifique RS, donc la grille sport chez Audi, mais aussi de la Mercedes EQS qui est déclinée dans une version spécifique AMG. Hormis la calandre sans ouverture à l'avant ou l'absence de pot d'échappement, difficile finalement de voir qu'il s'agit d'une version électrique et pas thermique. Mais on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À bord de cette BMW i4, on retrouve un intérieur finalement assez sobre et qui se veut très technologique, avec notamment le combiné d'écran, donc comme sur le BMW iX avec les compteurs derrière le volant bien sûr, et la partie écran tactile qui fait 14,9 pouces. Et tout ça c'est complété par un dispositif d'affichage tête haute, donc pour avoir en permanence le navigateur ou la vitesse sous les yeux. Donc un intérieur très épuré, ça veut dire peu de boutons. BMW passe en effet au tout tactile pour certains réglages, notamment la climatisation, mais on garde quand même certains boutons de raccourci pour accéder plus facilement à certaines options qui sont assez importantes, notamment le désembuage des vitres. On a également pas mal de raccourcis au niveau du manche de sélecteur de mode. Donc par exemple pour accéder directement à la navigation, à son téléphone et aux différents modes de conduite. Mais en tant que premier modèle 100% électrique à porter le badge M de BMW, on a très envie de voir ce que donne cette i4 sur la route. C'est parti! Nous voici sur la route à bord de cette i4 M50. Donc sur autoroute à vitesse stabilisée 130, on a un grand confort de conduite. BMW a particulièrement travaillé sur l'isolation au niveau sonore et donc ça se ressent et on est vraiment à bord d'une grande routière très confortable. Mais pour une version M, on attend aussi beaucoup de puissance et de dynamisme. Et là aussi, c'est au rendez-vous, notamment avec le mode sport. Il y a également un Sport Boost qui va me permettre de bénéficier de la totalité de la puissance. Donc on rappelle, en fait, sur l'i4 de base, la iDrive 40, on n'a qu'un seul moteur qui se trouve à l'arrière pour une puissance de 340 chevaux. Nous, sur notre version M50, on a un deuxième moteur supplémentaire qui est ajouté à l'avant. Et la puissance, elle passe à 540 chevaux avec énormément de couple, ce qui est propre à l'électrique et donc un dynamisme de conduite assez poussé. Donc pour se rendre compte, le 0 à 100 km/h, on le réalise en 3,7 secondes. Donc c'est un peu moins rapide qu'une Tesla Model 3 Performance, mais ça reste quand même assez bluffant. Donc c'est vraiment un modèle assez réussi pour une première sportive 100% électrique chez BMW. Le seul petit regret, c'est peut-être au niveau du freinage régénératif. En effet, on peut l'activer via la commande de mode, donc le fameux mode break, donc qui va me permettre finalement de simplement en relâchant la pédale d'accélérateur, d'avoir un freinage assez poussé qui va permettre de récupérer de l'énergie et qui me permet d'aller jusqu'à l'arrêt. Donc ça marche très bien, mais c'est vrai que sur un modèle sportif, vu que ça va finalement reproduire un effet un peu frein moteur super agréable en conduite dynamique, finalement on aurait apprécié avoir des palettes au volant pour pouvoir régler ce freinage régénératif en fonction de la situation. Ça c'est vrai que c'est un petit manque sur un modèle
sportif. Donc côté autonomie, l'i4 elle dispose d'une batterie d'une capacité de 80 kWh environ. Donc ça va lui permettre sur cette version M50 d'être capable de réaliser officiellement un peu plus de 500 km, donc selon la norme WLTP. Dans les faits, il faudra plutôt compter sur entre 300 et 400 km selon les usages, notamment sur autoroute où on consomme beaucoup. Ça va être compliqué quand même de réaliser plus de 300 km d'une seule traite. Mais cette i4, elle est aussi capable de se recharger rapidement et c'est ce qu'on va voir tout de suite lors d'un arrêt à une station de recharge Ionity. Petit arrêt recharge donc pour parler de ce point crucial pour une voiture aussi 100% électrique. Donc cette i4 elle peut encaisser jusqu'à 22 kW sur du courant domestique donc alternatif et en courant continu comme ici sur une borne Ionity ça peut monter jusqu'à 205 kW donc idéal pour les longs trajets et faire le plein d'électricité en à peu près une demi-heure. Côté tarif, cette i4, elle démarre dans sa version de base, donc uniquement avec le moteur à l'arrière, tout juste sous les 60 000 €. Et donc ça lui permet de bénéficier en France du bonus de 2 000 € sur les voitures électriques vendues entre 45 000 et donc ce seuil de 60 000 €. Pour notre version d'essai, dans la finition M50, on est bien au-delà de ce seuil. On est à un prix de départ de 71 240 €. Et ensuite, on a ajouté, nous, plus de 20 000 € d'options, dont ce joli bleu. Et donc ça fait une note finale au-delà des 91 000 €. Donc une addition qui peut paraître un peu salée, mais il faut reconnaître que c'est aussi le premier modèle d'une griffe assez prestigieuse, donc la griffe M chez BMW, en 100% électrique. Et donc tout ça, ça peut donner envie de craquer, même malgré ce prix. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Et on va découvrir, Pauline, maintenant, un concept très sympa de voiture électrique 100% français. Ça s'appelle Gazeltech. Absolument, on reçoit son fondateur, Gaël Lavaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors Gazeltech, c'est en fait la petite voiture électrique du quotidien, facile à fabriquer et finalement facile pour se déplacer. J'ai tout bon ? C'est ça, c'est exactement ça. Mais au-delà d'une voiture, c'est aussi un modèle industriel qu'on va vendre. Mais si on reste sur la voiture, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir un objet de mobilité du quotidien qui va vous permettre de faire tous vos déplacements, d'aller à l'école, faire les courses, aller au travail, en dépensant un minimum d'énergie. Et ce véhicule consomme 40% de moins d'énergie que ses concurrents. Parce qu'alors, il faut refaire l'histoire. À la base, vous étiez ingénieur chez Renault, vous êtes parti, vous avez fondé Gazeltech. Alors, vous êtes parti d'un principe qu'on connaît bien dans l'automobile, mais plutôt dans l'automobile sportive, qui est de dire, il faut moins il y a de poids, mieux c'est. Et vous avez décidé de l'appliquer, mais pas à la sportivité, mais à la voiture électrique du quotidien. Exactement. On est parti en fait du Light is Right de Colin Chapman dans les années 70, qui est en fait hyper basique, qui vient du constat que les 3/4 de la consommation d'un véhicule en urbain et périurbain, c'est son poids. Donc aujourd'hui, on a des voitures qui font 1,3 tonne. On est en 1,2 en moyenne dans une voiture. Donc on déplace 70 kg dans 1,3 tonne. Donc en gros, on dépense de l'énergie à déplacer des voitures et pas des bonhommes. Et donc tout le cœur du projet, c'était de trouver les moyens de continuer à se déplacer tel qu'on le fait aujourd'hui, mais en consommant beaucoup moins. Et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à une technologie brevetée de châssis entièrement en matériaux composites qui propose le même confort, la même sécurité, mais en étant beaucoup plus léger. 900 kg, c'est ça ? C'est ça, 900 kg et on a encore quelques kilos à gagner. On pense pouvoir descendre autour de 800-850 avec un vrai véhicule, 5 places, un grand coffre qui vous permet d'avoir une utilisation sécurité qui va avec, comme sur une voiture. Et la sécurité, bien sûr. Ouais. Et des équipements, on va dire, comme dans les autres véhicules. On fait l'impasse sur quoi ? Parce que vous enlevez quelques centaines de kilos, ils ne vont pas disparaître comme ça en fumée. Vous faites des compromis, parce que j'imagine que c'est une histoire de compromis tout ça. Il y a effectivement du compromis, mais la base, c'est on allège la pièce la plus lourde du véhicule, qui est son châssis, qui fait en général 300 kg. Nous, on est rendu autour de 130 kg. Et après, on rentre dans le cercle vertueux de l'allègement. C'est-à-dire que quand le véhicule est plus léger, pour accélérer pareil, j'ai besoin d'un moteur plus petit. Pour freiner pareil, j'ai besoin de freins plus petits. Ouais. Et donc déjà, sur tout ça, donc, on gagne... économies de poids d'échelle. Exactement. Et après, effectivement, en plus, sur ce premier modèle, on est parti sur un véhicule qu'on aime bien dire qu'on essaye de faire la 2 chevaux du 21e siècle, c'est-à-dire un véhicule extrêmement simple, qui a quand même la fermeture centralisée, les vitres électriques et la clim, mais qui est à l'intérieur hyper simple, super efficace, et ça permet aussi de réduire les coûts de maintenance de ce véhicule. Et puis côté technique, vous avez aussi réduit, on est sur une autonomie de 180 km, on est sur les 100 km/h maximum, on n'est pas sur des performances de voiture où on va chercher des records de vitesse. Vous êtes vraiment dans l'utilisation la plus optimale au quotidien. Exactement, parce que si jamais on veut un moteur très puissant, il faut une grosse batterie. Et bien sûr. Et une grosse batterie, ça pèse très lourd, et donc du coup, on rentre à ce moment-là dans l'opposé de
ce qu'on voulait faire. Et donc du coup, on a vraiment essayé d'avoir la juste taille. C'est un véhicule qui roule à 100-110 km/h, donc qui vous permet... Ce qui est déjà très acceptable. Mais on ne peut pas prendre l'autoroute avec. Ah si. On peut prendre l'autoroute. Oui, bien sûr. Bon, c'est ça une sur la vraie voie de droite. homologation. Oui. C'est pas grave. On va pas loin, mais ça permet de prendre la rocade, de prendre les débuts d'autoroute dans la région parisienne pour se rendre rejoindre le centre de Paris, par exemple. Donc on est vraiment dans une liberté totale de voyage, de déplacement, mais c'est pas un véhicule qui est fait pour traverser la France. Voilà. Et là où on a besoin de 30, 40, 50 kW de batterie sur un véhicule traditionnel, vous vous en contentez que de 10. On en a 15. Ouais, 15 kW. C'est ça. 15 kWh. Et donc avec ça, on fait à peu près 180 km. Donc on a une consommation autour de 9 kWh par 100 km, là où les autres sont plutôt entre 15 et 20. Donc on a vraiment réussi ce pari de pouvoir faire en sorte qu'on puisse continuer à se déplacer à l'avenir, mais en consommant beaucoup moins d'énergie. Et l'avantage aussi de cette technologie, c'est que ça permet, si demain on met un moteur essence dans ce véhicule, eh ben, on a les mêmes économies d'énergie rapportées à l'essence. Vous imaginez mettre de l'essence dedans ? Enfin, écoutez, en tout cas, d'avoir une version thermique. Alors, ce que je vous disais, avant de répondre à votre question, je vais faire une petite digression, c'est qu'on vend plus qu'un véhicule. On vend un modèle de société, un modèle industriel. C'est-à-dire que ces véhicules, grâce à ce châssis, peuvent être assemblés dans des micro-usines à base de containers aménagés. Donc, en gros, l'idée, c'est de transformer les concessionnaires qui, aujourd'hui, vendent et maintiennent des véhicules. En plus, ils vont pouvoir les assembler. D'accord. Donc, ça va leur permettre de regagner une place intéressante et de pouvoir créer de l'emploi là où nos véhicules sont utilisés. Et donc, ça, c'est très adapté pour réindustrialiser nos campagnes, mais aussi pour développer des pays émergents. Et donc, dans le cadre de certains pays émergents, ça pourrait avoir du sens d'avoir un moteur essence dedans. Et du coup, en la fabriquant en local comme ça, ça met combien de temps à fabriquer votre petite voiture ? Alors, une voiture comme ça, c'est assez classique, hein, ça met une 50aine d'heures à être assemblée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le châssis qui comporte seulement 10 pièces, là où un châssis en acier en a plus de 300, il peut être assemblé n'importe où et sans outil en 1 heure. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer le véhicule intégralement en pièces détachées chez nos partenaires qui exploitent les micro-usines, qui eux vont d'abord remonter le châssis et puis remonter le reste du véhicule très simplement. Le prix, on table sur 20 000 €, c'est ça ? C'est ça, on vise aujourd'hui 20 000 €, ce qui est un bon prix pour nous, alors qui est un prix qui évidemment, on l'espère, si c'est un succès commercial, pourra descendre encore, mais qui sur un prix de lancement nous permet d'avoir une rentabilité correcte. Avec les aides en plus qui s'accumulent. Et bien sûr, ça c'est hors aide de l'État, donc il faut rajouter. Sachant que si j'ai pour donner, en gros, on est entre la Dacia Spring qui est quand même beaucoup plus petite et qui sort à 17 000 € intégralement fabriquée en Chine. Là, vous avez un véhicule qui est intégralement fabriqué en France. La Spring était fabriquée en Chine, tiens. Et de l'autre côté du spectre, vous avez une Zoé ou une i208 qui sort à 32-33 000 €. Oui. Donc on est quand même relativement bien placé en prix. Gaël Lavaux, merci et on souhaite bon vent donc à Gazelle Tech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce nouveau numéro d'En route pour demain est terminé. Pauline, on sera là la semaine prochaine. Absolument, forcément. François. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À très bientôt. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.